looking for his first hit of the year. He drives one deep left field. That goes Upton back near the wall. It's out of here. Bartolo has done it. Here's a ground ball right side, could do it. The Houston Astros are world champions for the first time in franchise history. Nous y sommes, mes amis, au plus fort de l'automne. La MLB se part de ses plus beaux habits pour nous offrir les plus belles émotions. Et alors que la saison touche à sa fin, on entre pourtant dans sa partie la plus intense et la plus attendue, les World Series. Ces dernières années, cette messe du baseball nous a réservé des histoires incroyables avec entre autres la fin d'une malédiction ou le sacre d'un petit nouveau. Cette saison encore, ces finales s'annoncent historiques puisqu'on a le droit à une affiche inédite entre pourtant deux des franchises les plus mythiques de la MLB. Un choc entre les Red Sox de Boston et les Dodgers de Los Angeles. De quoi finir en beauté cette saison 2018. Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin, cofondateur du site The Strikeout et je suis ravi de vous accueillir pour ce podcast spécial World Series. Je serai accompagné par mon acolyte et ami JC. Salut JC. Salut Martin, très content de te retrouver pour ces classiques d'automne entre deux franchises mythiques. On va pouvoir décortiquer tout ça, ça me fait très plaisir de vous retrouver. C'est avec des finales, tu l'as dit, ça s'annonce épique et on va donc faire le point sur nos deux finalistes. On va discuter des parcours, des forces et des faiblesses de chaque équipe, histoire de bien se préparer pour pouvoir vivre au mieux ces World Series. Allez, c'est parti, play ball. Et on va commencer par l'équipe qui va avoir l'avantage du terrain, les Red Sox de Boston. La meilleure formation sur la saison régulière qui a d'ailleurs signé le meilleur bilan de son histoire. Emmené par son coach rookie Alex Cora, Boston s'est défait 3-1 des Yankees puis 4-1 des Astros, avec notamment 3 succès dans le Texas. Alors JC, peut-on dire que cette équipe n'a pas tremblé alors qu'elle devait se farcir les deux autres équipes à 100 victoires cette année? Ouais, clairement, c'est un exploit qui a un petit peu caractérisé Boston sur l'ensemble de sa saison. Tu l'as dit, c'est la meilleure saison de son histoire. En un peu plus de 115 ans d'existence quand même, 108 victoires, c'est pas rien. C'est une équipe extrêmement complète. Hein. T'as rapidement juste des aces comme le Condor, Chris Sale, David Price, Porcello et Ovaldi. Sur la batter's box, t'as donc ce duo infernal Betts. Le duo de MVP, hein. Exactement. Betts et J.D. Martinez, qui sont tous les deux en MLB, numéro 1 et numéro 2, à la moyenne au bâton. Donc c'est quand même complètement dingue. Enfin bref, ça, on va détailler tout ça. On va y revenir, oui. Mais voilà, on a donc une rotation extrêmement puissante. On a des batteurs encore plus puissants. Exactement, oui, qui sont dans la course au MVP tous les deux, qui vont être sans doute dans le trio de tête. Et on a une équipe qui, alors moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est cette facilité déconcertante qu'a eu Boston à, on va dire, quasiment balayer ses adversaires. Donc, oui, alors... Je préfère pas en parler parce que mes Astros, ils n'ont rien pu faire face à ces Boston. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit dans l'introduction, ils ont quand même tapé deux équipes à 100 victoires. Hein. Donc, les Yankees et les Astros. Et alors que les Astros c'était leur bête noire l'année dernière, on s'en rappelle lors des Division Series, ils avaient rien pu faire. Et cette fois ils ont bien pris leur revanche et avec notamment un sweep des Astros et de Houston au Minute Maid Park, ils en ont gagné 3 de leurs 4 victoires se sont fait à l'extérieur. Ouais, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'avant la série, tu vois, moi j'étais persuadé que Houston allait au moins en prendre. Moi je pensais que ça allait 2 ou 3 quoi. Je pensais que ça allait en 7, quoi. Moi je pensais que ça allait se refinir à Boston. Et là, tu me dis, la série, elle se termine en 5. Ouais. Mais c'est complètement dingue, quoi. Ouais. Et au lieu de ça, t'as aussi, en plus de ça, t'as aussi, cette série contre les Yankees, ponctuée, enfin, pas ponctuée, mais sur le Game Free avec un 16-1 qui est infligé à New York par Boston. Ils sont aussi à l'aise à domicile qu'à l'extérieur, quoi. Et c'est le véritable avantage de cette équipe aussi, quoi. C'est fou. Et du coup, tu te retrouves avec, des Red Sox qui arrivent au World Series, sans avoir, on va dire, pioché une seule fois dans leur réserve, en fait, parce qu'ils sont tranquilles, dans la zone de confort. Ouais, ils n'ont pas forcé. On a l'impression qu'ils n'ont pas forcé, qui sont là tranquillement. Ils n'ont pas forcé leur rotation, leur bullpen non plus. Ils n'ont pas de blessés. Ils n'ont pas de blessés à répertorier. Vraiment un parcours sans faute, quoi. Hein. Ouais, ils arrivent clairement avec le costume de favori, on va le dire, de toute façon. Ça c'est clair, ça. Vu comment les Dodgers sont galérés. Pour les books, pour le public
le grand public, pour tout le monde, pour les spécialistes, Boston doit l'emporter. En tout cas, ils sont favoris. De toute façon, ils sont numéro 1 de la saison. En post-saison, ils n'ont pas galéré. Ils ont sorti les champions en titre. Enfin voilà, ils arrivent clairement avec ce costume de favoris. Maintenant, il reste à voir comment ils vont le gérer en tout cas. C'est ça la question. Et moi, ce que je voulais te poser aussi comme question, c'est que si on regarde les statistiques des moyennes au bâton des Red Sox durant les Championship Series, donc face à Houston, il y a rien de fou. Par exemple, Mookie Betts, il est à 22% au bâton. Benintendi, il est à 20%. Martinez, il est juste à 28%. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'en fait, ils ont plus été clutch. C'est exactement ce que j'allais dire. Ils ont plus été clutch qu'efficace. Ils sont clutch, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, j'allais dire, mais enfin, ils sont super clutch, quoi. À l'image de Bradley Jr., quoi. Exactement, le MVP de Champions Series, Jack Bradley Jr., à peine 20% au bâton, mais il a claqué 2 home runs et 9 RBI. Et surtout, ce que je vois, c'est que Alex Cora a bien travaillé ses fiches sur les Astros, ça aide de bien les connaître, puisque ces batteurs, tous ces batteurs titulaires ont au moins marché une seule fois sur base, en but sur balle. Donc là, je vois Jackie Bradley, il a 4 buts sur balle, J.D. Martinez 4 buts sur balle, Bogaerts 3 buts sur balle, Steve Pearce 3 buts sur balle. Et ça continue. Ils ont tous un OBP plutôt très conséquent. Donc on voit que l'attaque des Boston, elle sait être intelligente. Je pense que si on devait la définir, c'est être intelligente, savoir frapper au bon moment, attendre au bon moment. Et ils ont fait très bien ça. C'était face à Dallas Keuchel dans le match 3 face aux Astros, où Keuchel, on sait, il a l'habitude de jouer à la limite des zones. Et eux, ce qu'ils ont fait, les Red Sox, c'est qu'ils ont attendu, ils l'ont laissé lancer. Et que, c'est la clé, de toute façon, du baseball, c'est de savoir attendre et de pouvoir taper au bon moment, d'être patient, parce que il faut au baseball être patient. Et tu l'as dit, Boston a une attaque impressionnante. C'est de toute façon la meilleure attaque cette année en Major League. Il score plus de 5 runs par match. Donc personne ne fait mieux en Major League. D'ailleurs, on va retrouver on verra plus tard, mais la meilleure attaque de MLB face à la meilleure attaque de National League. Vas-y. Oui. Non, mais toujours est-il que quand t'as la meilleure attaque avec des garçons qui sont aussi clutch, on l'a vu en Championship Series, et aussi important, je pense que dans l'inconscient, quand tu te retrouves face à un Betts ou face à un Martinez, dans l'alignement, en plus, c'est que c'est pas évident d'aller les affronter. Surtout quand tu sais que tu vas commencer le match par Mookie Betts, et que derrière t'auras du Mitch Moreland, t'auras que des mecs avec de l'expérience qui font sur le papier, tu te dis ça va, mais qui au final ils sont clutch, quoi. Ils savent frapper au bon moment, comme on a dit, et c'est vraiment ça qui est impressionnant, comme on l'a dit. C'est Alex Cora, il appelle ça, c'est le humble attack, comme il aime l'appeler. C'est-à-dire, c'est savoir, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est savoir quand frapper, quand prendre le but sur balle, quand voler les bases, parce qu'on le sait que l'une des forces des Red Sox, c'est aussi les vols de base. Donc c'est vraiment une attaque, tu l'as dit tout à l'heure, très complète et intelligente en même temps, donc c'est vraiment impressionnant, quoi. Et en plus de ça, t'as cette rotation qui est quand même très costaud. T'as du Cy Young, et puis en plus David Price commence à gagner des matchs en post-saison. Donc après, lui il l'a pas gagné. Ah si, il a gagné il a gagné dernier match. Il a gagné. C'est lui qui envoie notamment du coup Boston avec cette victoire, ce très beau start. Le premier, donc on va le rappeler, il avait lancé, je crois, je crois qu'il était à 11 matchs sans victoire en post-saison, quelque chose comme ça. Et il a enfin réussi à remporter sa première victoire. Donc si David Price se met à gagner en post-saison, tout est possible pour Boston. En plus, il a un IRA de 3,38, là je vois sous les yeux, durant cette Championship Series. 10 manches lancées, seulement 4 points encaissés, un seul home run encaissé, et surtout 13 strikeouts. Donc on va le dire, c'est lui qui va lancer le match 2. Oui, c'est ça. Normalement, il doit sortir le match 2. Chris Sale qui revient, donc du coup, après pour avoir son petit passage, qui a eu un petit passage à l'hôpital. À l'hôpital, exactement. Inquiété sans conséquence. Mais donc David Price a l'air très très en forme. Moi, celui qui m'a impressionné, c'est Eovaldi. La recrue cet été, alors des Rays. Ancien Yankee d'ailleurs. Un peu de nulle part, personne ne l'attendait à ce niveau-là. D'ailleurs, il a performé. Alex Bregman des Astros s'est d'ailleurs gossé d'un tweet où les Astros lui claquaient un back-to-back home run quand il était chez Tampa Bay. Et le bonhomme, il s'est vengé en claquant avec 2,45 d'IRA face aux Astros, 7,1 manches lancées, et seulement 2 points encaissés. Donc ce beau duo là, il fait pas et puis il fait mal. Je sais pas si t'as vu quand
je te coupe, mais c'est pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à ce trash talk sur les réseaux sociaux. Quand Price, en fait, il est dans l'enclos et quand il voit et Alex Bremen, il se fait strike out par il strike out enfin voilà, il humilie un peu Bregman, et en fait quand Bregman retourne vers son enclos, t'as Price qui lui dit poste, si tu vas le poster en gros, est-ce que tu vas le mettre ça sur tes réseaux. Enfin, c'était sympa cette image. Cette bonne guerre, évidemment. Et donc t'as ces deux là qu'on n'attendait pas à ce niveau derrière Chris Sale, qui reste Chris Sale. Tu te dis que ça commence à être impressionnant, surtout que le bullpen et puis t'as Porcello, il faut pas l'oublier, t'as quand même Porcello qui a été Young aussi, qui a été un peu plus en difficulté face aux Astros. Ouais, mais il a d'ailleurs un 4 un 4 très costaud quand même. Il a lancé en relève aussi, donc c'est l'avantage c'est que Alex Cora est plutôt flexible avec ses lanceurs, parce qu'il y a aussi Eduardo Rodriguez qui peut être lanceur de départ et qui était un peu en difficulté, mais oui, effectivement. Alors après, la question par rapport à Boston qui va se poser, et là je vais un peu en parler, c'est sur le bullpen. Pour le moment, ça tient. Mais c'est pas l'assurance touriste, c'est pas des grands noms, comme je le disais quand on l'a dit dans nos previews précédentes, c'est pas des grands noms. Mais moi je trouve que ça fait le travail quand même. Alors ça fait le travail, mais moi je vais mettre un bémol, parce que tu vois, on va parler de Kimbrel par exemple, qui a ses 5 saves. Tu le trouves pas rassurant, c'est ça? En 5 opportunités, mais alors pas du tout. Pour le moment ça tient, mais jusqu'à quand? Puisque là il a 5 saves sur 5 opportunités, mais ceux qui l'ont vu... Il a pas un ERA terrible quoi. Bah non, il a pris 5 runs en 6 manches, donc forcément ça monte vite. Et puis surtout, il s'est fait sauver par ses coéquipiers. Je pense notamment à ce catch de Benintendi qui vient... Je l'ai encore en travers de la gorge. Voilà, qui vient ponctuer et sauver, je crois que c'est le match 3, si j'ai pas de bêtises, 3 ou 4. Et là, il est en grosse difficulté, et c'était pas la première fois. Alors par rapport à ça, je vais apporter une petite précision. En fait, il était en difficulté sur ses débuts de playoff, et il a très bien terminé le match donc 5 de la série. Il a été parfait sur sa dernière sortie. Et entre les premiers matchs et ce dernier match de la série, eh bien, il s'est passé un petit truc, c'est qu'en fait, Eric Gagné qui est un closer quand même qu'on ne présente plus. L'ancien entraîneur de l'équipe de France. Exactement, aussi, au passage, mais qui est surtout le dernier closer à avoir remporté et à avoir remporté le Cy Young, donc ça vous place un type, et qui est un des plus grands closers des MLB, oui. Puis du 21e siècle, on peut le dire. Bref, lui, en fait, avait remarqué, en regardant les matchs, que Kimbrel avait un petit peu modifié sa motion, en fait, au départ, lorsqu'il lançait légèrement. Et il l'a remarqué, Cora l'avait remarqué notamment, mais Kimbrel n'en prenait pas note. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Gagné a fait un texto à Kimbrel en lui disant, voilà, moi j'ai remarqué si ça, peut-être que tu devrais envisager ça, c'est ça, etc. En tout cas, en lui notant son décalage dans sa motion. Et ça, c'était juste avant sa dernière sortie, qui elle a été parfaite. Alors, je sais pas si ça va avoir une incidence. En tout cas, toujours est-il qu'il est en difficulté et que peut-être il va corriger ce Après, détail. Il avait peut-être aussi moins de pression. Il y avait 3-1 pour les Red Sox. Oui, le break était fait. Le break était fait. Tu perds, tu rentres à la maison. Bon. Mais peut-être que cette texto sur sa motion va peut-être lui sauver. Et d'ailleurs, je voulais revenir, tu parlais de Alex Cora. Alex Cora qui est d'ailleurs qui peut devenir le premier manager rookie. Donc c'est le premier manager à gagner sur sa première saison, qui peut gagner les World Series depuis un certain Bob Brenly en 2001 avec les Diamondbacks. Donc, d'accord, donc ça vous place. Et donc je voulais revenir, c'est sur l'inexpérience de ces Red Sox. On parlait d'expérience des Red Sox, mais c'est en saison régulière, parce que c'est des joueurs qui ont l'habitude, qui ont pas mal de saison régulière derrière eux, mais ils n'ont pas d'expérience des World Series. Et j'ai dénombré, il n'y a que 3 joueurs de Boston qui ont connu les World Series. Donc il y a Bogart en 2013 avec Boston, et Price et Porcello qui combinent à eux deux 4 manches en World Series. Donc je me dis, est-ce que ça peut avoir un impact face aux Dodgers qui eux sortent d'une expérience folle, hein, pour le coup. Voilà, donc je me posais cette question, je te la pose. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact, un manager rookie, des joueurs qui vont découvrir la plus belle scène et la plus prestigieuse scène de leur carrière? Est-ce que ça peut avoir un impact? Tout à fait. Déjà, pour le moment, Cora n'a pas été en difficulté, tu vois. Donc quand on va s'il s'avère qu'on arrive sur un 6e match un peu au couteau, où
son starter est un peu en difficulté, est-ce qu'il faut le sortir maintenant, la manche d'après, etc. Il n'a pas encore été dans cette position de difficulté où il faut prendre un choix rapide. J'ai cette image de Dave Roberts justement lors des Championship Series face aux Brewers qui en donné hésite à sortir Kershaw puisque en fait sur le passage qui va suivre, c'est au lanceur de se présenter dans la batter's box, ils sont menés au score et t'as Puig qui va s'échauffer et parce qu'en fait il se dit est-ce que je fais sortir Kershaw pour pouvoir mettre Puig et faire rentrer du monde pour pouvoir égaliser ou non. Finalement il ne le fait pas puisque LA va égaliser, mais tu vois c'est ces petits choix stratégiques qui peuvent conditionner ta série et ça Cora n'a pas encore eu, c'est pas encore retrouvé au cœur de ces situations. Donc comment il va réagir quand il va être en difficulté, je ne sais pas. Ça effectivement le manque d'expérience. La manque d'expérience sur la plus belle des scènes, ça peut marquer. Le manque d'expérience de jouer sans DH parce que là il a l'avantage de profiter du DH pendant l'American League, mais à Boston, quand ils vont devoir à Los Angeles, il va falloir faire les bons choix, et comme tu le disais avec le bullpen, etc. Par rapport à ça, sur cette position, sur les matchs 3, 4 et 5, où Boston va se déplacer à Los Angeles et où ça va être justement donc au lanceur de passer dans la boîte, Cora va s'ajuster. Ça c'est clair et net, déjà il faut le savoir, il va laisser Martinez dans le line-up. Il est obligé de composer avec Martinez. Et d'ailleurs, désolé, je te coupe. Sur les premières indications, là, les premiers entraînements à Fenway, Mookie Betts était placé en deuxième base pour pouvoir... Exactement. J'allais en venir, justement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Il va laisser Martinez, justement, donc, dans le line-up. Il va le mettre dans l'outfield. Dans l'outfield, t'as Betts, Bradley Jr. et Benintendi. Il ne peut pas en enlever un seul. Et donc, justement, comme tu viens de le dire, il va décaler Betts au deuxième coussin à la place donc de Kinsler ou de Brock Holt. Tout dépend de qui joue, donc il va le déplacer. Sauf que Mookie Betts en défense, c'est pas là où il est le plus à l'aise, on le sait. Donc comme tu l'as dit, Pedroia est déjà derrière lui en backup, en train de lui donner exactement, de le former, de lui donner ses conseils, parce qu'on sait que Boston va jouer et Mookie Betts va jouer surtout les matchs les plus importants de sa vie jusqu'à présent. Après, donc t'as déjà Pedroia qui est là pour l'aider, et on sait déjà que sur les matchs 3, 4, 5, si on va jusqu'en 5, Mookie Betts jouera au deuxième coussin, ça c'est une certitude. Après, Betts a été à la base un deuxième base. Il a été dans le farm system des Red Sox, il était considéré comme un deuxième base, et comme il y avait Pedroia, les dirigeants ont décidé de le passer en outfield. Donc, je me dis qu'il doit déjà avoir certains réflexes après. Comme ça fait longtemps c'est pas sa position favorite actuelle, quoi. Exactement, mais je me dis qu'il peut avoir les réflexes, les intuitions, comme c'est son poste de formation, quoi. Les inquiétudes que j'ai pour Boston, pour résumer, moi, c'est vraiment par rapport à ce bullpen. Barnes, Kelly, Brazier, ils sont irréprochables pour le moment. Ils ont concédé 2 points en 18 manches, mais Kimbrel est fébrile. On l'a senti, les suiveurs des Red Sox l'ont senti. Enfin, tout le monde le voit qu'il n'est pas serein. Donc voilà, c'est mon interrogation, c'est lorsque Boston va être dans ses retranchements, comment ils vont réagir, ça je ne sais pas. Exactement, et moi je te rejoins là-dessus, et j'ajoute, c'est quand ils vont jouer chez les Dodgers, il va falloir faire des choix. Par exemple, s'ils sont derrière au score, est-ce qu'il va pouvoir sortir son lanceur de départ pour mettre des lanceurs de relève? Et vu qu'ils vont devoir, il va y avoir plus de turnover, je vais dire, par rapport aux lanceurs de relève, quoi. Donc le bullpen va être bien plus utilisé que lors de toutes ces post-saisons. Donc on va vraiment voir de quoi il est fait, ce bullpen. Bah ouais, et puis clairement quand tu joues en National League, de toute façon tu sais que tu as un choix stratégique qui est bien plus important qu'en American League, avec justement ce pitcher qui lance, à quel moment tu le sors pour mettre un frappeur, sachant qu'il ne pourra donc plus relancer sur la manche d'après. Enfin voilà, il y a toute cette option stratégique qui rentre en ligne de compte. Moi, si je devais résumer sur Boston, je dirais que effectivement Boston est favori, mais on va y venir sur Los Angeles. N'enterrons pas LA, tu vois. Beaucoup de monde a enterré les Dodgers cette année, et moi je pense que Boston va avoir. Et ils sont toujours là. Et on va y venir sur les Dodgers, mais moi je pense que Boston ne va pas remporter cette série facilement en 4 ou en 5. Et si la série se poursuit en 6 ou en 7, attention à l'expérience qui va avoir une grosse importance. Et dans ce cas-là, il faudra donc se méfier des Dodgers. Et tu m'as fait toute ma transition, puisqu'on va maintenant passer à l'ogre de la National League, les Dodgers de Los Angeles. Late July,
And Turner in the air to center field. That ball's hit well. Martinez on the run. This is way back, and it is gone. It is a walk-off home run for Justin Turner. Les Dodgers de Los Angeles qui a connu un parcours bien plus difficile que Boston avec d'abord un 163e match de saison régulière, puis un succès 3-1 face aux Baby Braves avant de galérer contre les surprenants Brewers et d'emporter la série au bout du suspense 4-3. Il est bien loin le temps des doutes du début de saison. Back-to-back World Series pour cette équipe, mais peut-elle le faire, JC ? Ah oui, clairement, elle peut le faire, ça c'est clair. Maintenant, va-t-elle le faire, c'est la question. Ouais, back-to-back, première fois depuis 77-78 que les Dodgers se retrouvent à ce niveau. Alors, Dodgers, petit coup d'œil dans le rétro. C'est vrai, et c'est clair, qu'on sort d'une saison en dents de scie. Exactement. On avait fait un podcast d'ailleurs, je vous invite à le réécouter, où on parlait des Dodgers qui étaient 4e de leur division, qui étaient vraiment aux abois après le hangover des World Series de 2017. Et finalement, comme je l'ai dit, au final, ils sont là. Voilà, ils sont là. Ils ont bataillé pour être là. Ils ont bataillé. En donné, ils se sont retrouvés 9 victoires derrière la tête dans leur division. Tu l'as dit, tiebreaker à la fin des 162 matchs. Hop, 163e match, on joue les Rockies, ça passe. Donc, du coup, tu vas exactement, tranquillement. Du coup, tu vas en Division Series. Là, tu joues Atlanta. Encore un peu. Les Braves encore un peu tendres. Hein. En fait, voilà, les Braves, ils étaient là, ils étaient contents. C'était leur premier tour. Bon, ils sortent. Ils gagnent un match et ils sont contents, quoi. Voilà, exactement. Ils étaient très contents d'être là. Mais voilà, un petit tour et puis tu t'en vas, t'es gentil. Mais on est à LA, nous on passe, on a du chemin à faire. Ouais, exactement. Donc, en plus, tu gagnes facilement tes 2 premiers matchs. T'en laisses un, tu passes en 4. Par contre, petite inquiétude, c'est que tes frappeurs, ils sont pas du tout à l'image de Bellinger qui est à 0/11 à ce moment-là. On était très inquiets pour le sophomore Bellinger. Alors personnellement, j'en avais fait mon factor X justement sur les Championship Series et c'est exactement ce qui s'est passé parce que tu l'as dit, on était inquiets. Et puis il arrive en Championship Series et donc il décroche son titre de MVP des Championship Series. Mais là, face à Milwaukee, tu te retrouves sur une série, mais alors incroyable. C'est la série de cette post-season. Hein. Exactement, c'est la série. Je pense que on verra ce qui va se passer, mais il y a des chances que ça puisse rester aussi la série, parce que ça passe, le momentum passe d'une équipe à l'autre, c'est complètement dingue, il se passe n'importe quoi et ça commence dès le match 1. Il y a des histoires dans tous les sens. Bah oui, on y reviendra, mais il y a des histoires dans tous les sens. Comme tu l'as dit, ça un momentum à droite, un momentum à gauche, Yelich qui est en feu et qui s'éteint, etc., quoi. En vrai que j'ai quand même Woodruff, le lanceur de relève des Brewers qui sur le Game 1 tape un home run sur Clayton Kershaw. Enfin bon, tu vois, il se passe que des trucs comme ça. Tu te trouves avec un walk-off, avec Machado qui inscrit le point victorieux, mais juste avant Machado, il rentre en contact sur la première base avec ce vilain geste, etc. Et sur Aguilar, tout à fait. Enfin bon, c'est une série qui nous emmenait très loin, jusqu'à un game 7 haletant, avec justement Kershaw qui termine, qui vient faire fermer la porte en 9e. C'est des séries où encore une fois LA a dû aller chercher au fond d'eux la victoire. Exactement. Et en fait c'est ça pour moi la clé des Dodgers, c'est que oui ils sont moins beaux à voir que l'an dernier. Ouais. Il y a 2 victoires de moins sur la saison régulière. Ils ont galéré, mais en fait j'ai l'impression que tu vois que ils ont appris de l'année dernière, j'ai l'impression. Ouais, et ils trouvent toujours l'issue. Une façon de gagner, ouais. Parce que en fait, en 2-3 points que je vais te donner, tu vas voir. En gros, cette année, 9 victoires de moins ont donné, je te l'ai dit avant, sur la tête, ils s'en sortent. Johnson qui sort sa pire saison régulière, bon, ça il a ses problèmes de cœur. Ouais, exactement. Ipinay, mais t'inquiète que là, en post-saison, il est parfait. 10 strikeouts en 6 manches, il a pris 0 run, enfin bon, bref, il brille. La saison, à un moment donné, il leur manquait quasiment tous leurs starters sur la butte. Kershaw était blessé, etc. Ils s'en sortent. Ils sortent Buehler, le petit rookie, ils s'en sortent. Là, tu vas jouer ton game 7 à l'extérieur. Pas facile quand même, hein, tu vois. Bah, tu vas le chercher. Enfin, ils s'en sortent tout le temps, LA. Et ils ont un mental. Oui. Bon Dieu, mais c'est fou, quoi. Je pense que c'est exactement ça. Ils ont un mental d'acier. Et comme je disais, c'est peut-être aussi que c'est un groupe qui s'est formé l'année dernière, quoi. En mode, on veut notre revanche, on veut battre cette série sans titre pour Los Angeles. C'est vraiment un état d'esprit de groupe et comme tu l'as dit, et c'est vraiment impressionnant. Ils arrivent toujours une façon de gagner, que ça soit joli ou moins joli avec Manny Machado. On y reviendra. D'ailleurs, on va y revenir tout de suite.
Manny Machado qui a été décisif dans le match 7, est-ce qu'il aurait dû être suspendu après son mauvais geste? Parce que ça peut changer l'intégralité du match 7, quoi. En fait, ça peut changer l'intégralité, mais pour le suspendre, c'est très très compliqué. Je comprends la position de la MLB. Pour le suspendre, c'est très compliqué. On se souvient l'an dernier avec l'histoire avec Gurriel, qui n'avait pas été suspendu tout de suite, mais en début de saison d'après. Peut-être que ça sera le cas avec Machado. C'est compliqué de priver quasiment ta meilleure arme au bâton comme ça sur une décision, on va dire, du commissionnaire, parce que tu sais que tu vas te retrouver avec, ça va être un scandale partout, quoi. Et puis c'est comme en NBA là, avec l'affaire Chris Paul et Rajon Rondo. Boston, les Red Sox et les Dodgers, c'est des gros marchés qui vont apporter beaucoup. Est-ce que tu vas sanctionner la star de l'équipe des Dodgers clairement, ça peut faire perdre du marché, quoi. Là, c'est le gros marché. Oui, là, on n'est pas dans les World Series David contre Goliath, hein. Boston, c'est payroll numéro 1 en MLB et les Dodgers, c'est le 3e. Non, je pense que tu pouvais pas le suspendre comme ça. Il aurait fallu qu'il y ait plus de latence entre les matchs et c'était pas le cas. On était en pleine série, c'était compliqué. Voilà, Machado, on va pas passer des heures dessus. C'est un très beau joueur, mais qui a une attitude moyenne, on va dire. Il a quand même prononcé ces mots-là juste après le sacre en National League. Il a dit qu'en fait les joueurs bons étaient sifflés, donc puisque lui il est en ce moment beaucoup sifflé, donc on sent quand même un mec qui a vraiment du caractère. Ça me fait penser un peu à Rodriguez quand il était dans sa période. Alex Rodriguez, tout à fait, des Yankees, où il était dans tous les stades, quand il était revenu de sa suspension pour dopage. Exactement. Sa dernière année, d'ailleurs. Et c'est aussi des joueurs qui ont, je suis pas fan de l'humain de Machado. Par contre, ce qu'il arrive à réussir mais en fait, il est décontracté. Le stress, lui, ça lui coule dessus. Il y a aucune pression. Quand tu le vois jouer. La majorité des joueurs, des Caraïbes sont comme ça, j'ai l'impression. Puig, c'est l'exemple parfait. La pression, ils connaissent pas, quoi. Ils sont sûrs de leur force, mais ça peut, sur leur caractère, ça peut avoir un impact, quoi. C'est en fait là tu viens de décrire Yasiel Puig, quoi. Ouais. Il est des fois un peu arrogant, il est un peu. Mais après sur le terrain, il est pas méchant comme peut l'être Machado, tu vois. C'est ça que la différence entre Puig et Machado, c'est que Puig c'est un gentil, on va dire entre guillemets, alors que Machado, tout le monde sait que c'est un méchant. Enfin, Yelich a eu l'a très bien résumé dans son interview d'après match, en disant que c'était un joueur méchant, mais qu'il adorait le joueur, mais que c'était un joueur méchant, quoi. Après Puig, il faut se continuer dans le vestiaire, c'est pas non plus tout facile. Ce que je veux dire, c'est que sur le terrain, il y a, à part des bad flips ou quoi, voilà. Oui, t'auras pas de mauvais gestes. Ouais, écoute, après ça fait partie. Après, ça fait partie des aventures, des histoires de cette post-saison. Voilà, fallait en parler. Et donc moi je voulais aussi parler comme tu l'as dit tout à l'heure, de la rotation de nos amis des Dodgers, et on voit qu'ils ont quand même utilisé 12 lanceurs durant les Championship Series du côté de Dave Roberts. Donc on peut dire qu'ils ont un panel plus grand que Boston, quoi. En fait, ils tournent sur 4 lanceurs. Ils tournent sur 4 lanceurs partants. Ouais, Ryu, par contre, Boiler, Kershaw et Hill. Exactement, tu les as tous fait. Commencer des games, et surtout dans le bullpen, ils ont des joueurs comme Maeda qui est un lanceur partant. Il y a Julio Urias, c'est incroyable histoire, qui était censé être out toute la saison et qui fait un retour incroyable, et qui pour les Championship Series il claque 2,70 d'IRA. T'as Alex Wood qui est aussi dans le bullpen qui a signé une saison 2017 incroyable. Donc on a 4 lanceurs de départ. 2016 pardon. Non, 2017. Ouais, c'était t'as raison. Par contre, qui était un peu en difficulté sur ses relèves en post-saison. Donc, on a 4 lanceurs de départ, 3 lanceurs de départ dans le bullpen, plus des joueurs plutôt costauds comme Ryan Madson, qui fait le travail en setup. Et après, il y a toujours l'énigme Johnson, qui là, pour la Championship Series, a répondu présent. Sur cette playoff, il est exceptionnel. Aucun point concédé, 7 strikeouts. Rien à dire. Donc, quel Johnson on va avoir au World Series? Johnson, c'est quelqu'un qui vient de poster une de ses pires saisons de saison régulière en termes de moyenne concédée, et parenthèse, il se retrouve quand même sur le podium des 3 meilleurs releveurs d'année, donc ça montre le personnage. Par contre, arrivé en post-saison, là il est intouchable, il est complètement exceptionnel. Il a pas pris un seul run en 6 manches, il a sorti 10 strikeouts, il fait ses saves quand il faut les faire, voilà. Mais je vais apporter une petite précision, c'est que l'an dernier en World Series, il est arrivé au World Series avec
Il avait sorti les mêmes playoffs, quoi. Il était parfait. Et arrivé au World Series, et ben là, il a craqué. La kryptonite Astros. Exactement. Il a eu son blown save dans le game 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis, voilà, il a craqué sur le game 2 aussi. Et il peut à tout moment recraquer sur les prochaines World Series, surtout avec le line-up complètement fou de Boston. Donc ça va être l'interrogation. Pour le moment, le bullpen de Dodgers, il est complètement dingue. Il a lancé plus de 40 matchs et il a une moyenne de 1,45, je crois. Et il est dingue. Par contre, c'est vrai que Johnson, c'est un peu... Ça va être comme on a fait dans nos previews écrites. Est-ce que ça va être lui le facteur X de ces World Series? C'est l'étoile de ce bullpen, c'est-à-dire que c'est lui. En fait, c'est le meneur d'hommes sur ce bullpen. Il est très bien suivi par ce que tu as cité précédemment. Maintenant, s'il craque, c'est clair et net que tout le monde va en prendre un coup au moral à LA. On va vite le voir sur les World Series parce que je pense que les Dodgers, ils vont pas falloir qu'ils perdent des matchs qui mènent dans la 9e, ça c'est clair et net. Et puis ça va être compliqué pour LA s'ils laissent échapper des victoires qu'ils ont quasiment acquises, de se relever derrière ça encore une fois, parce que deux défaites de suite au World Series, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Bah c'est ça le truc, c'est qu'en fait on a un enjeu différent. Boston est favori, oui. Par contre la défaite sera pas du tout la même et aura pas du tout les mêmes conséquences que ce soit pour Boston ou pour LA. Parce que pour Boston, si tu perds, c'est pas grave, j'ai envie de te dire, parce que tu sais que t'es sur la bonne voie. T'as des jeunes, tu vas revenir, tout à fait. Tu peux nous faire une royale, c'est pas de souci. Alors que pour les Dodgers, c'est une fin de cycle, quand même. C'est une fin de cycle, ça fait 6 ans que tu remportes ta division. Enfin, 6 ans, c'est énorme. En baseball, à l'heure actuelle, c'est monstrueux ce qu'ils ont fait. Ça fait 6 ans, t'as échoué pendant 5 ans, pendant 4 ans sur l'avant-dernière marche, tu es arrivé en World Series, tu perds, boum, tu prends un gros coup au moral, tu te fais une saison coup-ci, coup-ça, puis tu reviens. Là, s'ils perdent là, ça risque d'être compliqué. En plus, ils vont avoir une free agency très compliquée à gérer parce que t'as des Machado qui peuvent partir, t'as des Kershaw qui peuvent partir en mettant fin à leur contrat. Ils ont cette option sur la dernière année. Player option, ouais. Exactement. Donc voilà, de toute façon, à LA, t'es en fin de cycle, il te faut cette victoire. C'est quasiment impératif. Ça fait 30 ans que t'as pas gagné World Series. Ces World Series n'ont pas la même importance que ce soit pour Boston ou pour LA, c'est clair et net. Et bon, pour revenir, c'est vrai que c'est vrai l'année ou jamais pour les Dodgers, quand on voit le niveau qui est en train d'avoir dans la National League West avec les D-backs, les Rockies, qui commencent à gratter un petit peu la domination des Dodgers, c'est vraiment cette année ou jamais. Mais ça va être très compliqué parce que j'ai une petite stat là sous les yeux. Les Dodgers n'ont gagné qu'un seul match à Fenway Park depuis que le stade de Boston a ouvert en 1912. D'accord. Et tu vois, par rapport à ce que tu dis, on peut expliquer cette stat par le fait qu'ils ne se jouent pas joués que rarement, exactement. Et du coup, l'outfield, parce que l'infield ça va pas changer grand chose, mais l'outfield de LA n'a jamais joué, si je dis pas de bêtises, à Boston. L'outfield actuel. Hein. Ouais. Et dans les conditions, on arrive quasiment. Exactement, le Green Monster, le vent, Boston, les températures faibles. On sait c'est pas évident de jouer là-bas. Comment tu vas gérer tes conditions, météorologiques. Je me dis que ça peut aussi poser problème à cet outfield qui n'a jamais eu à faire face à ces conditions. Eux, ils sont plutôt habitués à leur soleil californien tranquille ou pépère. Ça va pas être la même, hein. Ça va pas être la même et il va falloir s'habituer. C'est sûr. Alors qu'à l'inverse, pour Boston, ça va être beaucoup plus simple de venir jouer sous le soleil, hein. Oui. Surtout qu'en plus, on aurait pu dire qu'ils ont joué à Milwaukee, mais Milwaukee est un stade fermé, donc ils n'ont pas connu les températures froides de nos amis des Brewers. Donc ça va être une des premières fois de la saison qu'ils vont jouer par des températures pareilles, parce qu'on le sait, il n'y a pas beaucoup d'interligues durant la saison régulière, donc c'est vrai qu'on va voir comment va se débrouiller les Dodgers. Donc je pense qu'on... Vas-y. Ouais, il y a ce paramètre à prendre en compte. Donc on l'a dit, l'outfield et les conditions un petit peu climatiques à ce niveau-là. L'état de forme de Jansen, comment va réagir Jansen, parce qu'il faut pas oublier que Jansen il est capital pour LA et il est souvent utilisé, quasiment tout le temps utilisé par Dave Roberts, qui ne le ménage jamais. Et puis, troisième point, moi je dirais très important, c'est le catcher. Alors, là, on arrive sur un point polémique, complètement à LA, le catcher. Grandal catcher, ou Austin Barnes. Super au bâton. Super. Voilà, sur la saison
régulière, je parle. Sur les Championship Series, on voit qu'il est quand même il est un peu marqué, hein. Non, mais à peine 18% au bâton, seuls 2 petits coups sûrs en 11 passages. On peut pas sur dire la saison régulière, du grand Grandal pour ces post-saison. Sur la saison régulière, c'est le meilleur au bâton, le second meilleur catcher au bâton. Mais ce qui se passe, c'est qu'arrivé en playoff, moi j'ai envie de te dire, Dave Roberts, il s'en fiche un peu que son catcher il soit bon au bâton. Ce qu'il veut surtout, c'est que son catcher il puisse assurer. Il puisse assurer derrière le marbre. Et ce qui s'est passé sur le Game 1 de LA contre les Brewers, où en 3 manches, Grandal il fait 2 pass-balls, 2 erreurs. C'est le premier catcher à réaliser ça de l'histoire des playoffs. Il a la tête au fond du trou. Moi j'ai cette image terrible où il regarde son gant et quand tu vois la passe la balle qu'il laisse passer, tu te dis mais comment il peut laisser passer ça, quoi. C'est niveau régional 1, c'est ahurissant. Et c'est vrai que voilà, il secoue la tête, il est vraiment la tête dans le sac. Et au final derrière donc Dave Roberts choisit de laisser son catcher plutôt pour Austin Barnes. Austin Barnes, très bon catcher derrière le marbre. Très gros défenseur, Austin Barnes. Voilà, très gros défenseur, mais très faible au bâton. 11% sur les Championship Series. Voilà. Et en fait, on se retrouve sur les mêmes playoffs de l'an dernier. Alors l'an dernier, si je dis pas de bêtises, j'ai pas la stat sous les yeux, mais Austin Barnes, il avait joué quasiment tous les matchs de playoffs à exception de 2, peut-être. Regardez. Et Grandal avait dû jouer. Par exemple, pour les Championship Series, c'est Barnes qui a joué les 5 matchs. Et en World Series, c'est Barnes qui joue les 7 matchs. Donc, exactement. Grandal n'avait pas joué un seul match de World Series, ça je m'en souvenais, mais je crois qu'il a dû jouer peut-être 1 ou 2 matchs en playoff. Bon bref. Et en fait, Barnes, à chaque année, c'est la même. Il prend la place de titulaire à Grandal qui réalise trop d'erreurs en fait. Derrière son marbre, il rassure absolument personne. Et je pense que pour Dave Roberts, ça doit être compliqué de se dire mais c'est fou ça. J'ai un catcher qui est capable de taper. Mais tu vois, arriver en post-saison donné, il faut que t'aies un bon catcher, il faut que t'aies un Perez, il faut que t'aies, je sais pas moi, un Posé, il faut que t'aies un... C'est pour ça d'ailleurs, je vais revenir sur mes Astros. Houston a laissé sur le banc Brian McCann pendant la majorité des Championship Series pour Martin Maldonado, qui est un excellent catcher défensif. Et tout ça pour toute une question de framing, donc c'est la façon de livrer la balle à l'arbitre et essayer de gratter des strikes plutôt que des balls. Et c'est ce qui est le plus important de nos jours en baseball, quoi. Donc voilà, 3e point pour moi, très important de ces World Series, la place de catcher. Pour moi, il faut oublier Grandal, il faut laisser Barnes qui rassure. Et tant pis, t'es un peu moins effectif sur la balle, mais t'es plus rassurant derrière, quoi. Tu l'as dit, ça va être un duel entre la meilleure attaque de la Major League et la meilleure attaque de National League. À ton avis, laquelle va avoir l'avantage? Puisque je pense que tout va être une question d'attaque dans ces World Series. À ton avis, est-ce que la fougue et l'intelligence des Red Sox ou l'expérience de nos amis des Dodgers va l'emporter? Alors, pour répondre à cette question, il faudrait qu'on ait toutes les clés en main. Et en fait, pour moi, ça va beaucoup dépendre de ce que va faire Dave Roberts. En fait, je m'explique. Si Dave Roberts choisit, par exemple, d'aligner Ryu à Boston, pour moi, Boston va clairement pouvoir en tirer profit, puisque Ryu, il est complètement injouable à domicile et à l'extérieur, il n'y est pas du tout. Dave Roberts avait aligné Ryu contre Atlanta à la maison. Il avait été exceptionnel sur cette manche. Il avait encaissé 0 run. Et puis après, en Championship Series, il a fait l'erreur de le mettre 2 fois à Milwaukee. Les 2 fois, ça a été un désastre. Donc pour moi, première chose très importante, Ryu, tu le mets à la maison. Direct. Donc tu mets Boiler en 2e. En fait, je partirais avec... moi, je partirais pas avec un Kershaw en 1. Déjà, je le laisserais un petit peu souffler. Je lui enlèverais de la pression. Exactement, il a fait qu'une manche, il a fait 15 pitchs, mais il a terminé le... Donc t'envoies Rich Hill, un expérimenté, mais qui on sait qu'il peut être qui peut être un dance, quoi. Soit il peut être incroyable, soit il peut être détestable, quoi. Donc je pense que Dave Roberts va envoyer Kershaw en 1 et que c'est une erreur dans le sens où je pense que finalement ce Game 1 c'est pas ton plus important. Par contre le Game 2, tu vas jouer David Price, tu sais que David Price il est carrément prenable, vas-y, envoie ton ace, quoi, et mets Kershaw, tu reviens partout à la maison, là tu mets Ryu sur ton Game 3 pour commencer et puis tu peux te retrouver devant. Donc ça c'est des questions que Dave Roberts doit beaucoup plus se poser que moi, mais on a à l'heure actuelle, on a toujours lundi soir, on a toujours aucune annonce, exactement, on a toujours pas qui va lancer. Donc pour répondre à cette question, ça dépend. Globalement, je pense que
les Red Sox ont un avantage au bâton, mais par contre, je suis persuadé que, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, que Los Angeles va pas se faire sweeper ou va pas perdre en 5 et ils vont tenir Boston. Et en fait, je suis curieux de voir comment va réagir Boston lorsque LA sera... Bah, c'est vrai que ça va être la question, c'est comment Boston va réagir quand ils vont être en difficulté, puisqu'ils n'ont pas été énormément en difficulté dans cette post-saison, quoi. Bah ouais, ils n'ont pas été menés une seule fois sur une série, et puis ils ont toujours été larges, quoi. Ils ont vite fait le break dans leur séries respectives. Et donc pour terminer ce petit podcast, un petit pronostic, JC, allez, mouille-toi. Alors, le pronostic, moi je vais quand même dire les Dodgers en 7. En revanche de l'an dernier. Je sais que tout le monde attend. C'est beau. Parce que les Dodgers sont un peu présentés contre les méchants et que Boston est un peu présenté comme les gentils, donc tu prends le parti des Dodgers. Alors moi, personnellement, je suis neutre sur cette série. Je pense que pour Clayton, ça serait superbe qu'il puisse remporter une bague. Et ça serait mérité pour l'ensemble de son œuvre, quoi. Il le mérite. Clairement, il le mérite. Cette année, tu vois, il a fait un mauvais départ. Par contre, derrière, attention, il a lancé un masterpiece sur le match 5 de cette Championship Series. Il a été monstrueux. Il revient pour clôturer le 7e manche, la 9e manche du 7e match. Parfait. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose, c'est l'un des meilleurs lanceurs de all time, quoi. Il est dans le top 10. Sur le 21e siècle, il est top 3. Voilà, il mérite sa bague. Après, si Boston remporte ses World Series, très bien. Mais moi, je vois quand même à l'expérience, en fait, parce que je vois une série qui dure, et à l'expérience, je pense que LA peut l'avoir à l'usure, à l'expérience. Donc tu dis 4-3 Dodgers. 4-3 Dodgers, exactement. Bah écoute, on verra si ton pronostic s'avère payant. Moi, de mon côté, je mise sur un 4-2 pour Boston. Je pense que l'attaque de Boston est trop forte, tout simplement. On l'a vu, ils ont tapé Gerrit Cole, ils ont tapé Justin Verlander, qui ont été des lanceurs, qui ont été fous cette saison. Donc je pense que Ryu et Boehler, etc., ça va pas faire le poids face à l'attaque de Boston. Donc je vois en 6, 4-2 pour Boston, tranquillement. Et puis un titre mérité après suite 2013, quoi. Et surtout pour l'ensemble de leur œuvre sur la saison régulière, etc., c'est mérité, quoi. Moi, ça en ferait une des plus belles saisons de all time, si c'était le cas. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire vos pronostics pour ces World Series et à réagir à nos propos dans ce podcast. Et c'est ainsi que se termine notre édition spéciale World Series. Merci JC. Merci à toi Martin, c'était un plaisir encore une fois de parler baseball avec toi. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Je tenais aussi à féliciter tous les comptes fans qui commencent à fleurir un peu à droite à gauche sur Twitter. N'hésitez pas à les suivre, c'est ainsi qu'on fait vivre la communauté baseball en France. Et nous, on vous dit à la prochaine. Salut!